Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce troisième séminaire du vice-rectorat à la planification stratégique. Comme vous savez, cette série de séminaires, c'est en fait un incubateur d'idées sur l'avenir des universités afin de discuter des défis et aussi des opportunités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous la toujours très intéressante Vardit Ravitsky. Vardit est professeure titulaire, en fait, au programme de bioéthique à l'École de santé publique chez nous. Elle est aussi Senior Lecturer on Global Health and Social Medicine à Harvard Medical School à temps partiel. Elle est la présidente du comité sur les impacts de la COVID-19 de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau et aussi fellow à l'Académie canadienne des sciences de la santé. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais me limiter à ça pour aujourd'hui. Vardit va nous parler d'un thème extrêmement important, celui de la désinformation et de la crise de confiance du grand public envers la science, qui a certainement été exacerbée dans le contexte de la COVID. Alors, j'ai très hâte de t'entendre, Vardit, sur ce sujet. Tu vas nous parler des enjeux, mais aussi tu vas explorer des pistes de recommandations eu égard à cette problématique. Donc, la présentation devrait durer entre 20 et 25 minutes. Ce sera suivi par une période d'échange. Vardit a vraiment insisté sur l'importance de garder le séminaire très interactif, donc on va garder beaucoup de temps pour ça. Et voilà, Vardit, je te cède la parole. Merci énormément, Catherine. C'est un grand plaisir et grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je voudrais juste reconnaître que ce que je présente aujourd'hui est basé sur un travail fait avec mes collègues. C'était d'abord une note de brefage écrite pour la Société royale du Canada que vous pouvez voir. Et puis, ça a été aussi publié en Facets. Donc, avec, vous pouvez voir ici mes co-auteurs de University of Alberta, Simon Fraser et McGill. Donc, ce n'est pas juste mon travail, c'est un travail d'équipe. La problématique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui est l'impact que la pandémie avait sur deux niveaux, la production de connaissances ou le processus scientifique et surtout le transfert de connaissances, la communication ou la représentation de la science et les conséquences néfastes possibles lorsque les deux niveaux, la production et le transfert, sont faits d'une manière pas idéale. Et ces conséquences néfastes sont au niveau de cette crise de confiance du grand public envers la science qu'on connaît tous, mais aussi les décisions politiques qui peuvent être mal informées et finalement l'impact négatif sur la santé publique. On est tous en train de vivre en ce moment la résistance au vaccin, l'hésitance et autres résistances de la part du public envers les mesures sanitaires. Donc, ça nous touche en ce moment d'une manière vraiment importante. Vous pouvez tous imaginer des exemples liés à chaque point ici. Mais j'ai décidé, en lieu de parler dans l'abstrait, de communiquer mes points à travers un exemple. Et c'est l'affaire de hydrochloroquine. J'ai considéré à un moment donné de peut-être parler de AstraZeneca, mais c'est trop récent, les enjeux politiques sont trop présents. Et donc, j'ai décidé d'aller un peu en arrière et regarder une histoire qu'on considère finie, même si ce n'est pas fini pour tout le monde, et regarder les leçons qu'on peut apprendre à travers cette affaire de l'année passée. Donc, pour rafraîchir le mémoire, même si tout le monde a suivi, la controverse autour de l'hydrochloroquine illustre bien comment les choses peuvent mal tourner et toutes les ramifications néfastes qui peuvent découler. Donc, en mi-mars l'année dernière, une pré-impression publiée indiquait que ce médicament pourrait présenter certains avantages thérapeutiques pour le traitement de la COVID-19. C'était en milieu de la crise, de centaines de milliers de morts, le vaccin était encore très loin. Et donc, on a tous cherché de l'espoir, au moins au niveau de traitement.
Mais c'était une toute petite étude qui a été immédiatement critiquée pour de grossières lacunes méthodologiques et pourtant citée plus de, probablement en ce moment, c'est déjà au-delà de 2000 fois. Donc, j'arrête une minute pour parler de la problématique de préimpression. La pandémie a accéléré d'une manière spectaculaire le rythme de publication scientifique, le processus d'acceptation d'un article a passé, revu par des pairs, a passé de moyen de 100 jours à moyen de 6 jours à un moment donné. Vous pouvez imaginer? Mais ça a mis aussi la pression pour sortir les données plus vite et donc la publication de préimpression a augmenté de manière spectaculaire aussi. Préimpression, ça veut dire que ça n'a pas été revu par les pairs. Et pourtant, ça a été immédiatement utilisé, communiqué au public et utilisé par les décideurs parce que les choses bougeaient tellement vite. C'était aussi à cause du fait que le processus de revue par les pairs a été sous pression. Il y avait une augmentation spectaculaire dans la soumission d'articles, des milliers par semaine. Et il n'y avait pas assez de scientifiques pour réviser ou évaluer tous ces manuscrits. Et donc, ça a mis des pressions pour publier des préimpressions. Donc, je nous invite à réfléchir sur le processus de la production des connaissances par rapport à notre système de comité de pairs et le fait qu'on fait tout ce travail d'une manière bénévole. On n'est pas payé quand on évalue les articles. Je peux vous dire que moi-même, cette année, j'ai refusé plus que j'ai accepté parce que la quantité de travail permet plus d'être peer reviewer comme avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'efficacité de ce processus pour éviter cette pression qui résulte dans la publication de pré-impression? Donc là, c'est un aspect qu'on peut peut-être discuter. Une fois cette préimpression publiée, l'hydroxychloroquine reçoit une attention favorable dans les médias. Son utilisation est prônée par les personnalités comme Elon Musk et Donald Trump. Là, ça touche bien sûr au fait que quand des gens célèbres, que ça soit n'importe quelle personnalité politique ou autre, promu de certaines mesures ou connaissances dont les médias, le public écoute. C'est un impact, les recherches démontrent que c'est un impact important. Donc, l'intérêt du public est soulevé. Le nombre de recherches sur Internet, on peut voir que ça monte en flèche. Tout le monde est intéressé par ce médicament. Et ce qui est plus inquiétant, le nombre de prescriptions hors indication par des médecins monte aussi. Donc, plusieurs personnes demandent aux médecins de prescrire ces médicaments, même s'ils n'ont pas besoin. Ce battage médiatique prend de l'ampleur et plus de chercheurs commencent à étudier le médicament. Donc, mi-juin, une grande étude est publiée dans The Lancet concluant que le médicament, pas seulement n'est pas efficace, mais susceptible de causer des événements indésirables graves et donc certains essais cliniques sont interrompus en raison des craintes soulevées. Donc maintenant, réfléchissez à tout ça du point de vue public. D'abord, on nous dit que c'est efficace. Donc, on court tous chez les médecins pour le demander. Après, il y a tous ces essais cliniques qui sont lancés. Un article qui dit non, c'est dangereux. Les essais cliniques sont interrompus, mais cette étude aussi est immédiatement critiquée et rétractée. Et après, d'autres données publiées indiquent qu'il est peu probable qu'un médicament apporte un bienfait et donc plusieurs essais cliniques sont maintenant complètement arrêtés. Donc, aller-retour, flip-flop, quelle impression le public a par rapport au processus scientifique lorsque tout ça arrive en quelques mois, sous pression, avec la crise sanitaire, avec les décès, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir. Donc, la controverse de l'hydroxychloroquine met en relief l'étendue des conséquences néfastes possibles de la piètre qualité des communications scientifiques.
Ça peut introduire de l'inefficacité dans les efforts de recherche d'abord. Par exemple, si on recrute des participants pour un essai, pour ça, ça peut avoir un impact sur le recrutement pour des essais cliniques bien conçus. L'investissement de fonds publics dans des recherches discutables, la prise de mauvaises décisions en regard de l'allocation de ressources pharmaceutiques. À un moment donné, au Canada, on avait une pénurie du médicament pour les patients qui en avaient besoin réellement. Et l'incitation de prescrire des traitements inutiles et potentiellement nuisibles. Du côté du public, il y a une création d'attentes trop élevée. Ça alimente des théories de conspiration parce que, comme j'ai vu, il y a cet aller-retour par rapport à ce qui est présenté comme connaissance scientifique. Ça peut polariser le discours public, diminuer la confiance du public envers la science. Et ce que je trouve le plus intéressant, que même après que l'histoire était pratiquement finie et on savait qu'il n'y a pas de bénéfice, certaines personnes continuaient de croire au bienfait parce que cette croyance est devenue associée à une certaine position idéologique parce que c'était quelque chose que Trump a soutenu. Et on sait à travers la recherche que lorsqu'une croyance devient un élément d'identité pour une personne, il est très difficile de lui faire changer d'avis. Et là, je fais référence rapidement aux enjeux de anti-vaccin qu'on vit en ce moment et les personnes qui résistent n'importe quel niveau de connaissances scientifiques ou de données probantes parce que la résistance fait vraiment partie de leur identité. Pas besoin de vous raconter ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux autour des anti-vaccins ou même l'hésitation. C'est dangereux pour la société, pour l'avenir de la pandémie, mais c'est extrêmement difficile de s'engager lorsque c'est une question d'identité ou de position idéologique parce que les faits ne changent pas les avis. Donc, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de cette affaire? Les recherches scientifiques sur la COVID étaient menées et diffusées à un rythme accéléré, à la limite dangereux. Ça a engendré un chaos de mauvaises données, des résultats contradictoires, des communications exagérées. Ça a causé de la confusion, créé des fausses attentes et a finalement érodé la confiance du public. Donc, je voulais parler rapidement des enjeux pour la communauté scientifique d'un côté et pour le public de l'autre. Est-ce qu'on est, en tant que chercheur, incité à présenter les résultats de nos travaux en termes trop enthousiastes? Bon, ce n'est pas vraiment une question, c'est un constat. On vit des pressions et des incitations à toutes les étapes du processus de production de savoir. Et on est encouragé à mousser et j'ai dit même amplifier, à la limite exagérer la valeur de nos travaux. Quand on présente des demandes de subvention, on est encouragé de dire que c'est extraordinaire, c'est la première fois, ça va tout changer, ça va résoudre tout le problème de la médecine, de la société. Moi, j'exagère là aussi, mais dans l'esprit. Mais c'est clair que quand on écrit une demande de subvention, il y a une certaine manière d'encadrer l'étude pour promouvoir le taux de succès. Dans la rédaction des résultats, il y a cette pression d'amplifier l'impact ou la signification des résultats. Dans la production de communiqués de presse de l'université, des établissements de recherche, il y a de la pression de présenter les choses d'une manière un peu hyped. Et clairement, dans les interactions avec la presse populaire, les journalistes cherchent les titres, quelque chose qui est noir et blanc, qui est maintenant, qui a un impact spectaculaire. Donc, si toutes ces pressions sont vécues au niveau de l'université, vous pouvez imaginer à quel point ça peut être exacerbé dans les interactions avec la presse et sur les médias sociaux, comment c'est repris et représenté, ça peut devenir encore pire.
Au niveau du public, le public est témoin du processus parfois tumultueux de l'élaboration des connaissances scientifiques et de la nature changeante du consensus scientifique. Tout ça, on sait avant la pandémie. La science, c'est un processus. Arriver à un consensus, ça prend des années. Et là, tout a été fait sous le projecteur, dans le public, avec de reportages constants dans tous les médias, comme démontré par l'affaire que je viens de décrire. Chaque étape a été exposée, amplifiée. Donc, la science n'avait pas le temps qu'elle a normalement d'aller à travers le processus normal et que le consensus soit présenté quand on est plus certain. Maintenant, tout est exposé au public. Le public remarque les titres dans le journal sensationnalistes, les rétractations des articles, les désaccords entre différents experts, et donc ça crée une méfiance. Et la méfiance envers la science est associée, on sait clairement, avec une résistance aux mesures sanitaires et maintenant avec une intention diminuée de recevoir le vaccin. Donc, l'impact de cette méfiance ou de la crise de confiance envers la science est immédiat et important pour la gestion de la pandémie. C'est important toujours pour n'importe quel enjeu de société, mais en ce moment, c'est un vrai danger pour notre avenir. Donc, notre travail a formulé plusieurs recommandations. Je vous présente juste quelques-unes qui sont plus liées à votre travail pour la gestion de l'université ou la gestion du processus de création de savoir et communication de savoir, transfert de connaissances. D'abord, préserver et défendre en priorité l'intégrité du processus de recherche. Accélération, c'est très bien. On a vu à quel point l'accélération de la recherche sur les vaccins a été une bonne chose, a donné des bons résultats, mais pas avec un prix d'intégrité diminué. Donc, il faut examiner comment nos critères, mesures incitatives et processus d'évaluation par les pairs, par exemple, influencent la façon dont les travaux scientifiques sont représentés et communiqués au public. Plus on est incité à hyper nos travaux, plus ça va être représenté et communiqué au public d'une manière inappropriée. Une autre recommandation que tout au long du processus de production et d'application de savoir, nous, les chercheurs et l'université devraient présenter nos travaux de façon mesurée en situant nos conclusions dans le contexte de l'ensemble des connaissances disponibles. C'est extrêmement important, même si mon étude à moi démontre quelque chose, c'est une étude. Ça n'a pas encore été repliqué comme on a l'habitude dans le processus scientifique. Donc, il faut que je mette mes conclusions dans le contexte plus large, même si ça diminue un peu l'importance de mes conclusions. Et il faut qu'on décrive toujours les limites, les forces, mais aussi les faiblesses de nos méthodologies. Parfois, on oublie de le faire parce que, encore une fois, ça diminue un peu l'aspect spectaculaire de nos résultats. Nous, les chercheurs, devraient, et là, ça devient un peu plus lié aux aspects de transfert de connaissances, surveiller comment nos travaux et même les travaux d'autres qui touchent notre domaine d'expertise sont représentés dans la sphère publique et corriger les représentations erronées en employant un éventail de plateformes, y compris les divers réseaux sociaux. C'est pas évident de le faire, ça prend énormément de travail, du temps, mais aussi une expertise qui est un peu différente de notre expertise en tant que chercheur. Je dois avouer, moi-même, en tant que bioéthicienne, depuis 1 an, je pense, la majorité de mon temps dans le domaine de transfert de connaissances par rapport à mes propres recherches.
il est devenu tellement important d'être présente et disponible pour les journalistes qui m'appellent plusieurs fois par jour pour des questions éthiques liées à la priorisation de ressources, protocole de triage, gestion des messages anti-vaccins, tellement d'enjeux éthiques en ce moment sur la sphère publique que nous, les bioéthiciens, sont extrêmement sollicités. Mes collègues en santé publique, vous pouvez imaginer, sont dans les médias plusieurs fois par jour. Ça prend du temps, de l'énergie qui est maintenant pas consacrée à notre propre recherche. Bon, on fait de la recherche à côté, mais l'impact sur notre carrière est important. Donc, le choix entre responsabilité sociale et être présent, disponible pour les médias et sur les réseaux sociaux par rapport à notre travail day job des chercheurs, c'est pas un choix facile et c'est quelque chose une autre recommandation qui devrait être soutenue, reconnue et encouragée par l'université. Et aussi qu'au besoin, il faut nous donner accès à une formation appropriée. Ce n'est pas tous les chercheurs qui savent comment le faire, comment bien parler aux journalistes, comment bien communiquer sur Twitter, LinkedIn et tous les autres réseaux. C'est quelque chose qu'on peut apprendre, c'est une priorité. Et pour la discussion que je voulais avoir, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir et encourager les chercheurs de faire ce travail de transfert de connaissances. Une autre recommandation est que lorsque les établissements de recherche et les chercheurs produisent des communiqués de presse, et ça touche directement à votre travail qui est d'approbation de ces communiqués de presse, surtout quand c'est à l'intention du grand public, quand c'est que ça cible les journalistes, il faut s'abstenir d'exagérer les avantages ou les conséquences de notre recherche. Comme j'ai dit déjà, situé dans le contexte de données probantes disponibles et accessibles, décrire nos limites, mais aussi produire des résumés qui peuvent être compris par le grand public et surtout par les groupes ou les communautés pour qui les résultats de recherche peuvent être particulièrement pertinents. Donc, ce travail de vulgarisation est à tous les niveaux, mais clairement important pour les communiqués de presse. Donc, de tout ce que je viens de discuter, le message à retenir pour la gestion de notre université, de toute université, comment est-ce qu'on va soutenir, protéger le processus scientifique qui est tellement sous pression en ce moment d'être rapide, de donner des résultats qui sont suffisantes comme données probantes pour les décideurs politiques, pour les mesures sanitaires qui changent tous les jours, mais aussi comment soutenir nos chercheurs qui font le travail transfert aux médias, au public, pour que le processus scientifique soit optimal, rigoureux, fiable, mais aussi utile pour pas seulement combattre cette crise de confiance, mais bâtir la confiance du public avec transparence et créer une ambiance où le public est on board avec nous pour les mesures sanitaires et maintenant pour la vaccination. Pour finir avec un sourire, comme tout le monde, j'ai tweeté mon vaccin il y a quelques jours. Ça a été repris plusieurs fois et le ministère de la Santé a retweeté mon vaccin. Et donc après, dans une entrevue à la radio, on m'a demandé pourquoi il m'a retweeté, pourquoi c'était spécial. Et j'ai dit que c'était l'effort de tout le monde, de nous les chercheurs, de n'importe quel citoyen public et des décideurs de promouvoir la confiance publique dans les vaccins et surtout AstraZeneca. C'était pour ça que j'ai tweeté parce que c'est le vaccin que j'ai eu. Et je voulais démontrer que quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé publique prend le vaccin avec confiance. Mais tout ça aboutit aussi à des effets désagréables. J'ai eu un peu de hate mail. On m'a posé des questions. Combien d'argent a été payé par le gouvernement pour cette photo? On m'a dit que je vais mourir la semaine prochaine des effets néfastes du vaccin. Ça peut être désagréable. Et donc, le soutien de l'université, quand ce type de choses arrive, est particulièrement important pour nous qui
quand on nous met comme ça dans l'œil public. Donc, pour discussion, je voulais revisiter avec vous tous ce battage médiatique de la science sur le média. Honnêtement, est-ce que nos pratiques contribuent d'une certaine manière à cette hype? Et au niveau de mes informations et des informations dans le média, surtout sur les réseaux sociaux, quelle est notre responsabilité en tant que chercheur ou expert d'être présent, de consacrer du temps et d'énergie, même si le prix est nos propres recherches, peut-être notre capacité d'évaluer les recherches des autres. Le temps est limité, les ressources sont limitées. Et je dois avouer que notre groupe de chercheurs à l'École de santé publique qui sont très, très présents dans les médias tous les jours, on a payé un prix au niveau de notre carrière, c'est clair. En tant que prof titulaire, bon, c'est un choix que je peux faire, mais si on est prof adjoint, prof agrégé, en train de bâtir un CV pour la promotion, il y a un choix important à faire et je me demande comment l'université peut soutenir un effort tellement important en moment d'une crise sanitaire tellement spectaculaire. Donc, j'ai essayé de présenter tout ça vite pour vraiment garder l'espace pour la discussion. J'ai hâte de vous entendre sur ces enjeux. Merci énormément.